Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, nous nous rendrons dans le talon de la botte italienne, dans les Pouilles, où son Altesse Sérénissime le Prince Albert II effectue actuellement une visite officielle. Les diplomates de Monaco réunis en principauté à l'occasion de la conférence diplomatique. Plus de détails à venir dans quelques instants. Puis nous ouvrirons une page sport avec la Roca Team qui s'incline lors de la première manche des quarts de finale de l'Euroleague face à l'Olympiakos. Nous débrieferons ce match avec notre consultant David Cosette. Succès en revanche de l'AS Monaco dans le derby de la Côte d'Azur, une victoire qui permet au club de la Principauté de croire encore à l'Europe. Et puis les événements automobiles en Principauté, première date à retenir, le e-prix de Monaco, le 30 avril, une course particulière pour la firme monégasque Rocket Venturi Racing. Jérôme D'Ambrosio sera avec nous pour en parler. Prenons la direction du sud-est de l'Italie pour débuter ce journal et plus précisément des Pouilles. Alexandra Pani, bonsoir. Vous suivez actuellement pour Monaco Info la visite de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II dans cette région historiquement liée au Grimaldi. Une visite de plusieurs jours, Alexandra, que vous suivez avec Thomas Deus. Oui, 3 jours de visite pour le souverain sur plusieurs terres ayant appartenu à ses ancêtres. Un premier après-midi qui s'est déroulé dans le village de Terlizzi. Le prince Albert II s'y était déjà rendu en 1997 dans le cadre des célébrations des 700 ans de règne des Grimaldi. Il a pu ce mercredi inaugurer à l'entrée de la commune une plaque site historique des Grimaldi. La visite est ensuite poursuivie dans le centre-ville à l'église Santa Maria di Soveretto. Une plaque commémorative a été également inaugurée sur la façade du marché public, ce lieu étant une partie de l'ancien château ayant appartenu à ses ancêtres, seigneurs des Terlizzi de 1532 à 1641. La visite s'est conclue à la Pinacoteca où le prince souverain et le maire de Terlizzi ont pris la parole pour rappeler le lien étroit qui unit leurs deux communautés. Le prince souverain accompagné d'une importante délégation monégasque poursuivra cette visite dans la région des Pouilles jusqu'à vendredi. Oui, et le prince souverain se rendra ensuite à Gênes samedi, là encore un fief historique de la famille des Grimaldi. Nous y reviendrons dans une de nos prochaines éditions. Retour en Principauté où la conférence diplomatique 2022 vient de s'ouvrir. Pendant 2 jours, les diplomates de Monaco sont réunis par le gouvernement pour participer à des temps d'échange et des présentations sur les politiques et stratégies mises en œuvre dans les différents secteurs d'activité de la Principauté. Les explications de Patricia Navarro sur des images d'Orazio Gaggino. Un moment de réflexion et d'échange sur le monde, l'évocation des enjeux diplomatiques auxquels doit faire face Monaco. Chaque année, les ambassadeurs de la Principauté sont conviés à la conférence diplomatique. Et pour cette nouvelle édition, il aura notamment beaucoup été question des dossiers de l'actualité internationale, qu'il s'agisse de la gestion de la pandémie mondiale de Covid-19 ou du conflit en Ukraine. Un dossier pour lequel l'ambassadeur de Monaco représentant auprès des Nations Unies a porté la voix de la Principauté lorsque les Nations Unies se sont mobilisées rapidement. Ce dossier a été traité depuis le 24 février, donc par la convocation en raison de l'impossibilité d'obtenir quoi que ce soit au Conseil de sécurité d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale qui a déjà adopté 3 résolutions. Il faut faire attention et défendre sans arrêt la charte, le droit international de façon identique pour toutes les situations pour que le monde puisse continuer à aller de l'avant et l'ONU garder sa place. Monaco a donc réaffirmé son rôle au sein des Nations Unies par ce vote. Autre illustration de la façon dont les ambassadeurs de Monaco font rayonner l'action ou l'aura de la Principauté, au Portugal, où l'ambassadeur sur place s'apprête à prendre part en juin à la conférence des Nations Unies sur les océans, mais aussi organiser 2 expositions s'inscrivant dans le cadre des commémorations Albert Ier. Il y aura 2 expositions, une à Lisbonne et l'autre aux Açores. Parce que le prince Albert Ier, dans sa carrière d'océanographe et de navigateur, il a parcouru les mers portugaises où il y a développé exactement une vingtaine de campagnes océanographiques.
Du siège des Nations Unies jusqu'aux ambassades européennes, la conférence diplomatique permet donc à chaque ambassadeur non seulement de venir partager son expérience avec ses homologues, mais aussi de présenter les projets qu'il développe dans le pays où il représente Monaco. Et sachez que nous reviendrons sur cette conférence diplomatique avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, qui sera notre invitée demain. Ouvrons une page sport à présent, débutons par du basket. La Roca Team jouait hier le match le plus prestigieux de son histoire. Un premier tour de play-off face à l'Olympiakos. Une rencontre très intense dans la fournaise athénienne, racontée par Yannick Debever et Alexandra Marangoni. La Roca Team le savait. Venir jouer au Pirée en play-off a tout d'une mission commando. Dans un stade de la paix et de l'amitié à guichet fermé, ce sont pourtant les Monégasques qui entament le mieux la rencontre. Loin d'être impressionnés, ce sont eux qui donnent le tempo de ce début de match pour virer en tête au bout de 10 minutes, 15-8. Parisli à 3 points. Oh oui mon grand! Oh oui mon grand! Et puis le rouleau compresseur athénien se met en route. L'Olympiakos commence le deuxième quart par un 9-0 puis enchaîne quelques minutes plus tard avec un nouveau 10-0. À 3 points, oh là 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 là! Orchestré cette fois par la légende du club, Georgios Printesis, 37 ans et meilleur marqueur de la rencontre avec 12 points. À la mi-temps, Monaco compte 7 points de retard, mais l'écart ne fera que grandir. Les Roca Boys ne trouvent pas de solution sur le terrain et les Grecs, eux, sont dans leur élément. Thomas Walkup effectue un passage prodigieux dans le troisième quart en inscrivant 9 points en 1 minute 30, sans que la Roca Team ne parvienne à marquer un seul point. Thomas Walkup qui fait exploser le palais de la paix et de l'amitié avec ce dunk. À moins 14, à l'entame de la dernière période, le match est joué. Don Théol tente bien de lancer une révolte, en vain. L'Olympiakos contrôle parfaitement cette fin de match pour s'imposer finalement 71-54 dans une salle en délire qui n'attendait que ça. On s'attendait à ça, on s'attendait vraiment à ce genre de match. On a plutôt mal joué. L'Olympiakos a bien joué, a eu beaucoup de situations. Voilà, c'est un vrai match d'Euroleague, ça a défendu dur, c'était costaud et nous, voilà, c'est qu'un match. Il ne fallait pas s'attendre non plus qu'on vienne ici et qu'on gagne facilement. Ça va être dur, maintenant on va se reposer, on a un jour pour travailler, pour voir ce qu'on a mal fait et corriger tout ça. Voilà, je ne suis pas inquiet, c'est juste un match, c'est ça les playoffs, il faut encore en gagner 2 pour eux, voilà, il y a encore beaucoup de travail. L'autre mauvaise nouvelle de la soirée, c'est du côté médical avec la blessure d'Alpha Diallo. L'ailier a été victime d'une grosse béquille sur le quadriceps et est donc incertain pour le match 2 ce vendredi. Et pour mieux comprendre cette défaite de la Roca Team contre l'Olympiakos, rejoignons à Athènes notre consultant David Cosette. Bonsoir David. Bonsoir. On vient de le voir dans le résumé de Yannick Debever, l'Olympiakos a étouffé Monaco hier. Oui, clairement, c'était un peu comme si toute l'équipe de Monaco n'avait pas pris conscience du contexte furieux de cette salle, du palais de la paix et de l'amitié, la si mal nommée, et peut-être aussi du fait que quand on est en play-off, il faut encore monter d'un pas l'intensité que Monaco clairement n'avait pas hier soir. Alors comme il faut positiver en toute chose dans la vie, on va se dire que ça fait un match pour apprendre et puis après il y a peut-être un match à gagner. Ouais, c'est ça qui a manqué hier à la Roca Team, du réalisme. Oui, et puis surtout les joueurs leaders, les joueurs stars, ceux qui doivent faire la différence, qui sont passés à côté. On pense à Mike James qui a eu du mal, mais il était archi ciblé évidemment, donc il a fait ce qu'il a pu. Après il y a eu d'autres joueurs qui sont passés complètement en travers. On pense à Dwayne Bacon. Peut-être que Dwayne Bacon, qui n'a pas forcément une énorme expérience de l'Europe, a peut-être été dépassé par le contexte. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est une hypothèse qui mérite d'être posée, et tous les joueurs sur lesquels Monaco s'appuie sur ces dernières semaines, ils ont tous été un petit peu en difficulté. Après, il y a quand même des bonnes choses à retirer, ils étaient en place au début, et peut-être même d'ailleurs que le fait d'avoir mené
quasiment trop facilement dès le début du match, c'est jamais bon. Parce que vous arrivez avec une série de victoires, vous êtes un peu sur un nuage, et vous arrivez à éteindre tout de suite le feu qui est dans la salle avec tous ces supporters fous furieux. Vous laissez Olympiakos marquer seulement 8 points dans le premier quart-temps, et peut-être qu'inconsciemment vous vous dites c'est bon, et derrière le retour du bâton il est aussi terrible. Mais au-delà de ça, je pense que Olympiakos n'a pas montré tant de choses que ça, et il reste un coup à jouer. Il y a aussi l'avantage de recevoir pour ces 2 premiers matchs, hein. C'est pas négligeable pour le club grec. Oui, c'est l'une des plus belles ambiances d'Europe, hein, et c'est vrai qu'après tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on a vécu avec le Covid, ça fait aussi plaisir de voir des telles ambiances enfiévrées. C'est l'une des plus belles en Europe. Il faut savoir résister à tout ça, il faut savoir gérer tout ça. Même la communication entre les joueurs avec le coach est difficile, tellement il y a de bruit, de furia dans la salle. Et je pense que sur le deuxième match, l'équipe de Monaco gérera beaucoup mieux ça, parce qu'ils l'auront déjà vécu 2 jours plus tôt. C'est ce que j'allais vous demander, David. Monaco a les armes pour rivaliser. Ils peuvent renverser la tendance? Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce match 2, il est déjà crucial et qu'il faut le gagner. Parce que si vous repartez de Grèce menez 2 victoires à 0, même si vous réussissez à gagner les 2 matchs à la maison à Gaston Médecin, ça veut dire qu'il y en aurait un 5e au Palais de la Paix et de l'Amitié. Et là, déjà que c'était bouillant au match 1, alors imaginez au match 5, c'est encore plus compliqué de le prendre. Donc ce match 2, il faut vraiment le prendre. Et Monaco en a les moyens. Ce qu'ils ont montré depuis 2 mois, ils doivent être capables de le reproduire. Ils avaient retourné le match à Milan avec beaucoup de maîtrise il y a quelques semaines. Ils ont été tout près d'aller gagner à Barcelone, alors que Barcelone est une équipe complètement intouchable en ce moment. Il faut se souvenir de ça pour y croire encore pour le match 2. Y croire, le match 2 donc demain à 18 h sur notre antenne, commenté par vous, David Cosette, et par Ali Traoré. Merci infiniment d'avoir été avec nous depuis Athènes, David. Merci à vous. Et rendez-vous pour le match 2 de ces playoffs vendredi à 18 h sur Monaco Info. Eux ont bien maîtrisé leur rencontre. En football, les Monégasques se sont offerts le derby de la Côte d'Azur. Ils ont battu Nice 1-0 grâce à un but de Golovin juste avant la pause. Grâce à cette victoire, l'AS Monaco passe devant les Niçois au classement et continue de penser à l'Europe. Je vous propose d'écouter le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni à l'issue de cette rencontre. Victoire importante, on était sur 4 victoires d'affilée, là on enchaîne avec une 5e contre un concurrent direct. C'est bien, après le match de samedi contre Saint-Etienne est tout aussi important et on ne se prend pas la tête, on prend match après match et on fera les comptes à la fin. Il y a quelques temps de ça, on était dans une situation un peu plus compliquée, mais on a toujours été serein. On savait qu'à un moment, la tendance allait s'inverser. Fort heureusement, on est dans une bonne dynamique, j'ai envie de dire dans la meilleure période possible, puisqu'on est dans le sprint final. On grappille des places et on verra où on se situe. C'est vrai que l'année dernière, on a aussi eu une période où on enchaînait les victoires. Ça nous a permis de finir à cette 3e place. Après, chaque saison a son histoire. On a eu un peu plus de difficultés à certains moments durant cette saison. Mais là, on est en train de très bien finir. Il nous reste 5 matchs. Il faut continuer à prendre le plus de points possible parce que la course va être vraiment intense avec d'autres concurrents aussi. Donc, il faut continuer comme ça. Et en conférence de presse, l'entraîneur Philippe Clément a tenu à saluer l'état d'esprit de ses joueurs, la solidarité de son équipe, un aspect qu'il faudra conserver dès samedi face à Saint-Etienne pour rester sur cette bonne dynamique. Forcément, les supporters monégasques ont exprimé leur joie à la sortie du Stade Louis II hier. Nous sommes allés recueillir leur impression avec Lionel Bernardi. Écoutez. Ça fait plaisir, gagner dans le derby c'est toujours un grand moment, surtout pour nous les supporters. Et je pense qu'on a mérité la victoire tout simplement. Ça fait plaisir, en plus on repasse devant eux. Et j'espère qu'on va gagner jusqu'au bout et pour être en Ligue des Champions. Super, la Coupe d'Europe se rapproche. Je suis content, en plus on gagne un derby, c'est génial. En plus, qui plus est contre Nice, on prend des points par rapport à notre course à l'Europe, on les dépasse. Et que dire de plus? Maintenant, l'objectif Ligue des Champions, j'y crois. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu voir un match et là, franchement, j'ai vu quelque chose de bien. Faut plus les laisser passer devant, on est bon, on va chercher la qualification en Europe. Ça fait plaisir. Il fallait absolument gagner ce match pour rester compétitif à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire accrocher ce fameux podium qui nous enverrait en Ligue des Champions. Des supporters monégasques forcément heureux du résultat de ce derby, un succès précieux dans la course
à l'Europe. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. La Principauté s'apprête à accueillir 3 grands rendez-vous automobiles. Vous teniez à nous faire part de cette information pratique. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des 3 prix automobiles, l'Automobile Club de Monaco informe de l'ouverture du bureau accès riverain situé Square Gasto. Le bureau sera ouvert de 9h30 à 17h30 pour les délivrances de laissez-passer uniquement. Des inscriptions devront être effectuées au préalable sur le site internet dédié riverain.acm.mc. Prenez donc vos dispositions pour pouvoir circuler librement durant ces 3 événements phares de la Principauté, Émilie. Et le premier rendez-vous concerne le e-prix. Il reste d'ailleurs des places pour assister à l'événement, Julia. La billetterie officielle de cette 5e édition est en effet, Émilie, toujours ouverte. Le Monaco e-prix se déroulera le samedi 30 avril. Et pour la 2e année consécutive, les monoplaces électriques emprunteront de nouveau le circuit complet. Les places restantes se situent principalement au niveau du virage de la chicane, de la piscine et du port. Alors profitez-en, vous pouvez réserver vos billets sur le site internet monaco-iprix.com ou à la billetterie officielle située rue Grimaldi. Et puis un mot sur cette belle performance du club de lutte gréco-romaine de l'AS Monaco qui a décroché 2 médailles au dernier championnat de France à Mulhouse. 6 licenciés monégasques ont pris part à ces championnats de France. Grégory Buliga, champion du monde vétéran en 2013, a en effet emmené les catégories minimes, cadets et juniors de 15 à 20 ans à cette compétition. Et ses protégés ont fait bonne figure avec 2 médailles, une en argent pour Yon Biernat, U15 68 kg, et une en bronze pour David Buliga, U17 60 kg. À savoir, Émilie, qu'il s'agit de la 2e fois de son histoire que l'AS Monaco ramène des médailles du championnat de France. Une performance donc de taille pour le club qui compte aujourd'hui 74 licenciés. Merci Julia. Vous nous parliez justement tout à l'heure du e-prix pour la 2e année consécutive. Le championnat de Formule E fait étape en Principauté, un rendez-vous qui sera forcément particulier pour Rocket Venturi Racing, actuellement 4e au classement constructeur et qui a plutôt bien débuté sa saison. Pour en parler, nous sommes avec le team principal de l'écurie monégasque. Bonsoir Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir. Nous l'évoquions déjà en janvier dernier, Venturi joue clairement les avant-postes cette saison. Alors pour l'instant, le début de saison s'est plutôt bien passé puisqu'on était en tête jusqu'à Rome. Là, on est 4e au championnat, mais tout est très serré et on joue clairement devant. Un mot sur les 2 pilotes. Vous disposez de 2 pilotes d'une grande expérience. Eduardo Mortara qui a été vice-champion l'an dernier, puis Luca Di Grassi qu'on ne présente plus. Alors, on a effectivement deux pilotes d'expérience. Ça veut dire qu'on a pu voir depuis le début de saison que même quand les qualifs se passent pas forcément comme on voudrait, ils arrivent à revenir, à rentrer dans les points. On l'a vu par exemple à Rome, alors pas aux 2 courses, mais les 2 sont partis 11 et 12 aux 2 courses et ils sont toujours réussi. Ils ont une fois Edo et une fois Lucas a réussi à remonter dans les points. Et c'est ça qui fait la différence et c'est là qu'on voit vraiment l'expérience. La prochaine course, c'est Monaco. Ça sera un moment particulier pour Venturi. C'est la 2e année consécutive que le e-prix a lieu à Monaco. Exactement. Pour la première fois de l'histoire de la Formule E, c'est la 2e année consécutive qu'on vit en Principauté. C'est une chose exceptionnelle pour le championnat. Je pense que c'est une belle marque par rapport au fait que le championnat évolue. Que l'année dernière, on a eu vraiment un spectacle assez incroyable dans les rues de la Principauté. Et du coup, on revient directement cette année-ci. Pour nous, c'est exceptionnel parce que c'est 2 courses à domicile. C'est un week-end qui est très chargé, forcément sur le plan émotionnel parce qu'on est à domicile et il faut justement essayer de ne pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à ça et vraiment aborder ça par rapport à l'écurie de course comme un week-end normal. Par contre, c'est vrai qu'au niveau médiatique, au niveau de nos partenaires et ainsi de suite, c'est un week-end qui est très très chargé. Tout le monde arrive très tôt et le week-end va commencer pour nous déjà mercredi. Et c'est un e-prix forcément que vous souhaiteriez gagner pour marquer les esprits. Quand on joue à domicile, c'est normal. Effectivement, à Monaco, je pense que ça c'est un peu pour toutes les écuries. Tout le monde a envie de gagner Monaco. C'est toujours une course, un e-prix très spécial. Après, pour nous, en étant domicile, le gagner serait quelque chose d'exceptionnel. Mais encore une fois, je pense que c'est très important pour les pilotes, pour les ingénieurs, pour tout le monde d'aborder Monaco, d'essayer de
faire abstraction du fait qu'on est à domicile, du fait que ce soit Monaco, et d'essayer de simplement se concentrer sur exploiter au maximum nos capacités, la voiture, les opportunités, et puis après, on espère qu'on finira sur la première marche du podium. Jérôme, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce circuit de Monaco? Vous l'avez connu aussi bien en tant que pilote de Formule 1, pilote de Formule E, et puis maintenant dans votre rôle de team manager à Rocket Venture Racing. Alors Monaco, c'est une histoire, c'est l'histoire de la course automobile, c'est l'histoire de la F1, mais d'autres catégories aussi. C'est mythique, c'est la course, c'est glamour, c'est sur le port, il y a le casino. Alors le fait qu'on passe aussi maintenant justement devant le casino et qu'on fait le grand circuit depuis l'année dernière, le circuit de Formule 1, c'est quelque chose qui ajoute encore à la magie de Monaco pour la Formule 1. Mais voilà, je pense que c'est une combinaison de différentes choses qui fait que Monaco, c'est Monaco. C'est incontournable pour les catégories d'essayer de venir ici et d'avoir un e-prix ou une course sur ce tracé. Et on est très heureux, encore une fois, de pouvoir être là dans une semaine et en espérant offrir un spectacle, un super spectacle aux spectateurs. Et vous qui êtes résident monégasque, c'est toujours aussi surprenant de voir les rues de la Principauté se transformer ainsi et cette effervescence autour d'un tel événement? C'est magique parce que une course traditionnelle, normalement, on arrive le jeudi et on est dedans à partir du jeudi. Les prix de Monaco, on commence à rentrer tout doucement dedans pour nous qui sommes résidents, ou même les personnes ici qui travaillent dans le team. Déjà, ça fait des semaines parce qu'on voit le circuit prendre forme. On sait que c'est pour nous, pour le premier événement, ce sera la Formule 1 cette année-ci. Et donc, il y a un build-up de cet événement qui est différent. Encore une fois, ça fait partie de la magie. Et pour nous, jouer à domicile comme ça, c'est aussi quelque chose de très particulier parce qu'effectivement, c'est la seule course où on dort dans son lit, où on prend son petit déjeuner dans sa cuisine et ça ajoute au côté très particulier et différent de cette expérience de ce week-end. Un mot, Jérôme, sur votre carrière. Vous êtes aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, team principal de Rocket Venture Racing. Qu'est-ce qui est finalement le plus stressant? Être au volant d'une monoplace ou diriger une équipe? Ça dépend des moments, mais pendant la course, c'est clair que c'est beaucoup, beaucoup plus stressant d'être en dehors de la voiture. Quand on est dans la voiture, on fait ce qu'on doit faire et on est en contrôle. Alors que quand on est en dehors de la voiture, on est passif et c'est quelque chose qui est au début pas facile à gérer. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que quand on passe la ligne et qu'on a un bon résultat, qu'on gagne une course, les émotions sont pareilles, sont aussi intenses en dehors que dedans. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour moi dans mon nouveau rôle et une belle surprise. Et en attendant, on suivra de près donc les résultats du e-prix de Monaco qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Merci infiniment, Jérôme D'Ambrosio, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Retrouvons Julia Vial pour un nouveau point sur l'information. Vous nous emmenez à présent, Julia, au rendez-vous de la Petite Salle ce samedi 23 avril à 15 h avec les sciences vues par l'Institut audiovisuel de Monaco. La Petite Salle de l'Institut audiovisuel de Monaco reprend son cycle intitulé « Pionniers du cinématographe en France à l'époque du prince Albert Ier de Monaco ». Une séance de projection conférence sera proposée dont le sujet sera le cinéma scientifique. L'événement sera animé par Béatrice de Pastre, directrice adjointe de la direction du patrimoine du Centre national du cinéma et de l'image animée. Elle apportera quelques éclairages sur l'intérêt porté par les biologistes et les médecins pour le cinéma dès son apparition. Nous écoutons d'ailleurs à ce sujet Estelle Massé, la responsable de l'action culturelle à l'Institut audiovisuel de Monaco, au micro d'Alexandra Pagny. On est dans un cycle dédié aux pionniers du cinéma, toujours en écho avec ce prince Albert Ier, qui pour le coup a fréquenté même les personnes dont on parlera ce samedi-là, puisque là on est sur le cinéma scientifique. C'était un amateur de sciences, féru aussi du cinéma, notamment pour ses pouvoirs, sa capacité à transmettre au plus grand nombre des choses qui n'étaient pas connues, qui étaient connues que des savants et des initiés. C'est le cas du cinéma scientifique.
Le prochain rendez-vous de la petite salle sera le samedi 7 mai à 15 h avec comme thématique cette fois-ci le cinéma animé. Autre rendez-vous, Julia, se organisé pour célébrer les 100 ans de l'Académie Régnier 3. 3 événements, Émilie, qui sont présentés comme une invitation à un voyage musical. Le premier sous forme de conférence musicale intitulée « Un premier siècle d'histoire » qui se tiendra le jeudi 28 avril à 18 h 30 à l'espace Léo Ferré et qui marquera le début des manifestations. Le deuxième événement sera le concert des anciens élèves de l'Académie le 18 mai prochain à 20 h 30 dans la prestigieuse salle de l'Auditorium Régnier 3. L'orchestre des Carabiniers du Prince ouvrira le concert avant de céder la place à une 60aine d'anciens élèves. Enfin, pour clôturer les célébrations de cet anniversaire, le traditionnel concert de gala sera proposé comme chaque année et aura lieu à l'Auditorium Régnier 3 le 15 juin à 20 h 30. Et enfin, l'amicale des aînés monégasque va se réunir de nouveau, Julia. En effet, Émilie, l'assemblée générale de l'amicale se tiendra à la Casa di Sochi le mardi 26 avril à 15 h 30. Les adhérents à jour de cotisation 2022 sont invités à assister à cette réunion. Le pot de l'amitié sera servi à l'issue de cette assemblée pour profiter d'un moment de partage. Et enfin, un dernier coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain ? Normalement, il ne pleuvra pas demain, Émilie, même si le beau temps ne sera pas non plus de la partie. En effet, le ciel va rester en grande partie voilé tout au long de la journée. Le vent se calmera cependant un petit peu. Concernant les températures, elles seront douces et comprises entre 13 et 19 degrés. Le 22 avril, nous fêtons les Alexandres et les Alexandras. Bonne fête à eux et à notre Alexandra Pani, à nous. Et il était important de le préciser. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Notez bien ce rendez-vous sur notre antenne demain à 18 h, la deuxième manche des quarts de finale de l'Euroleague. La Roca Team remet le couvert face à l'Olympiakos. Objectif victoire pour les Monégasques. En attendant, retour en images avec les photos de Manuel Vitali sur le match d'hier soir. Très belle soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.